Place à un nouveau scénario de l'extrême. Imaginez si votre maison s'écroulait. Bon, pas de panique, mais on imagine un peu le pire, éventuel, avec Pierre Panet du BRGM. Bonjour à tous, effectivement je m'appelle Pierre Panet, je travaille au BRGM. Au BRGM, on s'occupe de tout ce qui concerne le sol et le sous-sol. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle se passe en Normandie il y a quelques années où je travaillais. Et la Normandie, elle est très célèbre pour ses falaises qui offrent des paysages magnifiques, comme on peut le voir sur l'écran. On a tous en tête la falaise d'Étretat. Mais ces falaises, elles présentent des risques. Pourquoi? Parce qu'elles sont notamment très soumises à l'impact de la mer, et elles sont soumises à une forte érosion. Et cette forte érosion, elle peut se transmettre parfois, se transformer parfois en des catastrophes. Alors je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Par exemple, en bas à droite, ici, on va essayer de voir pourquoi et comment ça a pu se passer. Alors l'histoire que je vous raconte, elle se passe à Dieppe. Dieppe, que tout le monde connaît, qui est dans le nord-ouest de la Normandie, en milieu urbain, comme on peut le voir, puisqu'on est autour d'un stade, près d'une route, avec des maisons, beaucoup de maisons, un lycée même. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de la préfecture et de la mairie qui me disent « Pierre, ce serait pas mal que tu viennes voir, parce qu'on a un petit souci, une maison qui commence à fissurer, mais bon, elle est à 30-40 mètres de la falaise, on n'est pas inquiet, mais on aimerait quand même que tu regardes. » Alors pourquoi ils m'ont appelé? Tout simplement parce que ça fait partie de notre boulot. Notre boulot, c'est de comprendre ce qui se passe sous terre, mais c'est aussi d'intervenir en urgence, en expertise, pour essayer de voir, d'expliquer quelles pourraient être les causes de tel ou tel phénomène. Donc là, en l'occurrence, une fissuration de maison. Et surtout, notre boulot majeur, c'est de définir quel est le risque. Quel est le risque pour ne pas faire prendre de risque à la population. Donc on voit ici sur les photos, on a une petite maison qui fissure, avec des petites cicatrices qui commencent à apparaître. Et puis plus loin, à une vingtaine de mètres de la maison, on est au bord de falaise, donc on a la mer à 80 mètres sous nos pieds. Quand on va du côté de la mer, on prend un bateau, on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de la falaise. Cette maison, on la voit au loin là-haut. Voilà, mais on se rend compte qu'il y a encore toute une partie de falaise qui est là, et puis qui correspond finalement au littoral qu'on voit classiquement en Normandie, c'est-à-dire des belles falaises de craie, avec ici un petit peu marron, tout simplement parce qu'on a un petit peu d'argile sur les parties supérieures. Alors en 2012, quand on m'appelle, on a eu un souci. L'hiver 2012-2013 est particulièrement pluvieux, puisque les 3 semaines, donc on me rappelle à nouveau le 20 décembre 2012. Alors, je saute un peu les étapes parce que du coup, sur cette maison, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Étant donné le risque, on a essayé d'imaginer ce qui pouvait se passer. L'idée, c'était d'abord un glissement de terrain. Je vous ai dit qu'il y avait des argiles. Les argiles, ça flue. Quand il y a de l'eau, ça glisse. Mais le problème, c'est que quand ça glisse et qu'il y a une falaise de 80 mètres au pied, les argiles ne peuvent pas s'arrêter. Donc ça continue de fluer et puis il y a un risque à terme pour la maison. La décision qui a été prise en 2010, c'est d'évacuer cette maison. Non pas parce que les fissures nous paraissaient particulièrement importantes, mais surtout parce que le contexte et les falaises à proximité faisaient que s'il y avait un phénomène majeur qui se passait, on pouvait avoir un accident grave. Alors c'est tout le problème de notre métier quand on doit prendre une décision, c'est de ne pas trop évacuer les gens trop rapidement, parce que sinon nous ne serions plus crédibles, mais de les évacuer au bon moment pour éviter la catastrophe. Donc 2 ans après, je suis rappelé, comme je viens de vous l'expliquer, on a un hiver particulièrement pluvieux puisqu'il y a plu 300 mm dans les quelques semaines qui ont précédé notre intervention. Et je reviens au même endroit où là je me rends compte que on a un gros problème. La maison elle est cassée en 2, comme on peut le voir ici. Et surtout, on commence à avoir des cicatrices qui sont majeures, qui font 2 mètres de haut. Et puis la falaise qui était à 25 mètres, on la retrouve vraiment au pied de la maison. Alors je descends en pied de falaise pour voir ce qui s'est passé. Et là je me rends compte que, patatras, l'ensemble de la falaise qui protégeait le massif est parti. On peut le voir ici, cet éboulement de falaise qui fait à peu près 30 000 m3, donc 60 000 tonnes de matériaux qui sont partis comme ça en quelques secondes. Alors là, c'est pareil, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé parce que quelques jours après, donc la maison était encore bien là, totalement fissurée, comme on peut le voir ici, mais elle était bien là. Donc ça, c'est le 20 décembre 2012, et le lendemain de Noël, le 26 décembre 2012, je suis rappelé, et là, on a un souci, c'est que la maison, elle a totalement disparu. Donc la maison qui était ici, elle se promène quelque part par là, dans le fracas de matériaux, 200 000 m3 de matériaux, qui sont partis, qui se sont évacués vers la mer.
Voilà de quoi ça ressemble au-dessus. Alors le souci qu'on a, c'est qu'on a d'autres maisons ici. Alors on a des choses plutôt amusantes aussi, historiques, qui permettent d'être mis en œuvre. Ici, en l'occurrence, on a un blocos du mur de l'Atlantique de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une cache d'armement, ou un dépôt de munitions, pardon, pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a un souci, c'est qu'on doit comprendre ce qui se passe, parce qu'on n'avait pas du tout imaginé ça initialement. Donc on voit bien la maison qui était là, le même point de vue, exactement la même photo. On se rend compte que la maison a totalement disparu. Donc qu'est-ce qui se passe? On avait une connaissance, nous, de la géologie, c'est notre métier quand même de connaître le sous-sol, où on avait de la roche dure, la craie, qui est célèbre en Normandie, qu'on voit très bien sur les falaises d'Étretat, quelques roches un petit peu plus molles au-dessus, des argiles. Et tout ça devait générer quelques petits glissements de terrain, mais pas très graves. Et là, on a un souci, c'est qu'on a 40 mètres de terrain qui sont partis d'un coup, sans qu'on comprenne pourquoi. Donc on a commencé à réfléchir pourquoi, et la seule solution, c'est qu'on ait une géologie qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire une poche importante, de 50, 60, 80 mètres de diamètre, de matériaux d'argile et de sable, donc qui n'ont aucune tenue, qui se soit vidangée d'un seul coup sur la falaise. Et là, du coup, le fait qu'on ait une méconnaissance de la géologie, qui n'est pas anormale, la géologie, on la connaît de manière globale sur l'ensemble de notre pays, mais de manière très locale, il peut encore y avoir des manques. Si on n'a pas un forage au bon endroit, on peut ne pas forcément connaître la géologie de manière parfaite. Et là, on s'est promené, du coup, sur la falaise pour se dire, si ça s'est passé à cet endroit-là, on va peut-être vérifier que ça puisse pas se passer trop ailleurs. Et en se promenant sur la falaise, on se rend compte que des poches avec des argiles dedans, comme on le voit ici, on en a d'autres. Et là, ça a commencé à nous inquiéter parce qu'on l'a vu tout au début de mon intervention. On a un milieu totalement urbain. Il y a des lycées, il y a un lotissement complet. Et donc, il y a un vrai risque qu'on ait des maisons qui partent comme ça, d'un seul coup, à la falaise. Donc là, il a fallu qu'on soit imaginatif pour essayer de trouver des méthodes qui permettent de définir s'il y avait d'autres risques. C'est ce qu'on a fait. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a réussi en analysant le sous-sol, en faisant une sorte d'échographie du sous-sol. L'idée est simple, on envoie des ondes dans le sous-sol, on regarde ce qu'il en ressort d'un point de vue de la densité du sol et on essaye de comprendre la roche qu'on a sous nos pieds. Donc l'effondrement s'est passé ici, on se rend compte qu'on a des couleurs qui sont bien rouges, donc c'est-à-dire des roches qui sont très denses. Et en fait, très denses pourquoi? Parce que des roches, des argiles gorgées d'eau ont une densité qui est plus importante que la craie encaissante. Et on s'est rendu compte que des poches rouges comme ça, on a notifié 19 sur cette partie de la ville de Dieppe. Donc ça nous a permis deux choses. Déjà d'identifier les zones qui étaient fortement à risque, d'identifier s'il y avait d'autres maisons, et il y en a. Et ça a permis d'évacuer finalement 5 maisons qui étaient dans la même contexte et qui, du jour au lendemain, aujourd'hui, pourraient se retrouver à la mer pour peu qu'il y ait un phénomène climatique un petit peu intense qui provoque cet effondrement. Donc voilà ce que nous avons fait. Grâce à la connaissance du sous-sol, grâce à la recherche scientifique qui permet de définir des méthodes d'auscultation indirectes, puisqu'on n'a pas fait de forage, il nous a juste été possible d'envoyer des ondes pour comprendre ce qui se passait. On a pu fournir à la ville de Dieppe, au service de l'État notamment, des cartes qui leur permettent aujourd'hui de prévoir l'aménagement de demain, puisque on le sait très bien, cette érosion maritime, elle provoque depuis tout le temps des événements de ce genre, elle continuera à provoquer des événements de ce genre, et la seule façon de s'en prémunir finalement, c'est d'adapter notre occupation du sol à ces risques. Donc tout ça, avec des analyses, comme on peut le voir ici, d'échographie du sous-sol, nous a permis de définir cette carte de risque que vous voyez là, où on se rend compte que le risque à horizon 100 ans, l'État nous demande à peu près de travailler à horizon 100 ans pour pouvoir prévenir un aménagement du territoire qui soit cohérent, a permis donc de définir cette zone. Donc on voit bien que la route est totalement condamnée, le stade est totalement condamné, et ça oblige la ville de Dieppe aujourd'hui à revoir totalement son aménagement en zone littorale. Alors pour terminer, voilà à quoi ça ressemble. Là, ça fait quand même de très belles photos, mais ça fait un gros trou finalement dans la falaise, comme on peut le voir ici, avec un petit morceau de maison, la dalle, ici, les fondations de la maison, qui sont les seules choses qui nous restent de la maison aujourd'hui, qu'on peut retrouver sur la plage, ou de temps en temps, quand vous vous promenez sur la plage à Dieppe, vous allez retrouver des petits galets rouges, tout petits, qui deviennent de plus en plus petits depuis quelques années avec l'érosion. C'est les briques de la maison qui se sont transformées en galets et qui sont en train de s'éroder et qui ont presque totalement disparu. Et pour terminer, j'ai une petite vidéo normalement qui doit être lancée pour qu'est-ce que c'est un éboulement de falaise quand ça se passe pour de vrai. J'ai eu la chance de le voir un jour, en 2013, à Saint-Jouin-Bruneval.
Donc là, voilà, on a 30 000 mètres cubes aussi. C'est quoi? C'est l'Arc de Triomphe, mais plein au milieu, hein. L'Arc de Triomphe qui s'effondre d'un coup en quelques secondes. Donc voilà ce que nous avons réussi à prendre en photo. C'est très impressionnant. Et voilà le type d'éboulement qui impacte tous les ans la falaise de Normandie. Merci beaucoup. Venez me rejoindre. Bonjour Fred. Bonjour Pierre. C'est impressionnant, hein? Très. Vous avez dit j'ai eu la chance. Mais eux, ils n'ont pas eu de chance. Bah oui, quand on est scientifique, on a de la chance de voir ce genre de choses. Et quand on vit au-dessus, bah c'est un stress. Hein, parce que finalement, ça peut, si on ne le prévoit pas, ça peut partir du jour au lendemain. Mais évidemment, tout un chacun, on en entend parler par les informations parfois et tout. Mais c'est particulièrement impressionnant. Donc Dieppe, là, vous nous parlez de Dieppe qui est menacée. Vous avez fait un gros travail de recensement. On a envie de dire, ça concerne combien du littoral français? Alors, il y a plus de la moitié du littoral français qui est en érosion, mais heureusement, cette érosion, elle est connue, cette érosion, elle est suivie par des organismes comme le nôtre. Et justement, ce type d'études, dès qu'on imagine un risque, on la propose, et les services de l'État font ce qu'il faut pour qu'on puisse prévenir et éviter des accidents majeurs. Et là, en l'occurrence, on avait fait évacuer la maison 2 ans auparavant, ce qui a permis d'éviter des morts, hein, très clairement. Bah, bien sûr, mais alors là, vous disiez que maintenant, on vous demande de faire des prévisions à 100 ans, sur les 100 années à venir. C'est un travail qui est énorme. C'est un travail qui est considérable. Alors, on démarre par les zones qui présentent le plus de risques évidents. Bien sûr. Dieppe présente des risques évidents, mais oui, il faudra quelques années pour traiter l'ensemble du littoral français. Mais toutes les zones ne nécessitent pas. Il y a des zones du littoral français qui ne présentent pas forcément de risques majeurs. Mais toutes les zones qui le nécessitent devront être traitées, oui, pour éviter qu'on ait des aménagements qui ne soient pas adaptés finalement à la nature. Oui, qui ne sont plus adaptés parce qu'à l'époque, quand les maisons étaient construites, on n'avait pas ces technologies et ces connaissances, et puis il y a une érosion énorme. Tout à fait. Alors, il y a une érosion énorme, mais une érosion qui progresse, hein, pour 2 raisons. On parle beaucoup du changement climatique, mais il y a une autre raison dont on parle beaucoup moins, c'est que tous ces aménagements humains qui sont faits en bord d'eau, et notamment par la mauvaise gestion des eaux et des eaux de pluie, des eaux usées, va entraîner une érosion aussi accrue, une augmentation accrue de l'érosion. Donc ça c'est très important parce que ça permet de faire des politiques préventives justement sur l'écoulement des eaux, etc. On a une question, Pierre, dans le public. Je vous écoute. Oui, Fred, on a une première question. Alors là, on parlait du bord de mer, mais tout le monde ne vit pas au bord de mer. Quelle était ta question? Est-ce que vous allez faire le même travail dans les villes de montagne? Pourquoi cette question? Est-ce que tu habites en montagne? Non, pas particulièrement, Mais ça t'intéresse? Oui. D'accord. Bon, alors est-ce que vous allez faire le même travail en montagne? Parce que c'est vrai qu'on a vu des effondrements, là, on peut y penser. Alors, la question est excellente, puisqu'effectivement, on parle ici d'une falaise. Des falaises, on en rencontre aussi en montagne. Alors, à une différence près, c'est qu'elles ne sont pas attaquées, hein, toute la journée par la mer, puisque là, à Dieppe, on a la mer, hein, qui vient saper la falaise toute la journée, 2 fois par jour par les marées. Mais en montagne, il y en a d'autres problèmes, et notamment le gel conséquent en hiver, qui vient générer effectivement des soucis similaires. Donc oui, des travaux similaires sont faits par notre organisme, le BRGM, ou par le RTM, hein, qui s'appelle Restauration des terrains de montagne, qui est un organisme comme le nôtre qui travaille spécifiquement en milieu montagneux, travaille à la protection des biens et des personnes en milieu montagneux. On a un exemple là, très récent, en 2016, qui est le mont Granier, qui est célèbre parce qu'il s'est écroulé au XIIIe siècle en faisant énormément de victimes. Et un éboulement de falaise conséquent s'est réactivé en 2016, mais en 2016, il n'a pas fait de victimes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est suivi et que des politiques de prévention ont été menées pour qu'il n'y ait pas d'enjeu en pied de cette falaise qui s'est écroulée. D'accord. Comment vous faites aujourd'hui? Quels sont les moyens technologiques que vous avez pour pouvoir sonder justement le sol et pour essayer d'aller vite, parce que vous avez un gros travail. Tout à fait. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. Oui. On est capable aujourd'hui, en envoyant des ondes dans le sous-sol, ce qu'on appelle des méthodes géophysiques, d'avoir une très bonne vision, très fine, on le voit ici, hein, au mètre près, de ce qu'on a dans le sous-sol. Donc par l'envoi d'ondes, avec quelques corrélations par quelques forages, hein, qui nous permettent quand même de vérifier que ce qu'on raconte, c'est pas totalement délirant, on a aujourd'hui les moyens de très bien connaître la consistance du sous-sol et donc de simuler l'impact de la mer ou l'impact de l'eau, même continentale, sur cette érosion, et donc de prévoir les vitesses d'érosion à long terme. D'accord, donc vous allez faire des relevés sur le terrain, et puis vous revenez, et vous faites des modèles, des simulations? C'est exactement ça. On prend d'abord les mesures sur le terrain, et ensuite, on a nos modèles de simulation d'érosion. Alors, on a analysé le passé, donc déjà, on a compris ce qui s'est passé pendant le siècle dernier, et donc aujourd'hui, on replace ces dynamiques,
en prenant en compte le changement climatique et notamment la hausse du niveau des mers pour définir les dynamiques d'érosion de demain et donc les vitesses et donc les enjeux qui pourraient être impactés dans 10, 20, 30, 50 ou 100 ans. Faites un boulot passionnant, vous êtes géologue. Je suis géologue effectivement de formation et c'est effectivement très passionnant. On fait quoi pour devenir géologue, pour les jeunes que ça intéresse? Pour devenir géologue, on a deux possibilités. C'est soit on passe par une université de géologie, voire même de la géographie, parce qu'il y a une partie de la géologie qui est la géomorphologie, qui est l'étude des paysages. Ouais. Donc il y a différentes possibilités par là, ou alors des écoles d'ingénieurs en géologie, ou de l'école des mines aussi permettent de faire ce genre de choses. Donc il y a tout un tas de chemins possibles pour faire notre métier ensuite.